Alors, chers membres de la Prairie, je commencerai par dire que peut-être beaucoup le savent, mais il y en a qui ne le savent pas, que Dakar était une île, je n'ai pas dit une presqu'île, une île. Et cette île s'arrêtait à la Patte d'Oie. Entre la Patte d'Oie et tout ce qu'on a vers le plateau là, c'était une île détachée de l'Afrique et séparée de l'Afrique par l'océan. Et là, il y a des preuves d'ordre scientifique, des preuves d'ordre historique, etc., etc. C'est pas une situation contestable aujourd'hui. Alors, ce sont les courants marins en provenance des îles Caraïbes qui ont favorisé, en percutant l'île, la formation d'une zone tourbillonnaire qui a entraîné la constitution du cordon littoral reliant la Patte d'Oie à Saint-Louis. Et c'est cela qu'on va appeler plus tard la côte nord. Ce cordon littoral ou ce tombolo a relié la Patte d'Oie à Saint-Louis. Les courants marins en provenance des îles Sainte-Hélène ont favorisé le dépôt d'un deuxième cordon dunaire au sud, reliant l'île au continent aussi. C'est ce cordon dunaire-là qui va de la Patte d'Oie jusqu'à vers Mbour et qu'on va appeler plus tard la Petite Côte. Donc la Grande Côte, elle est formée de ce cordon littoral qui a relié l'île au continent. La Petite Côte, c'est le deuxième cordon dunaire qui a relié l'île au continent. Donc entre l'île, les deux cordons littoraux et le continent, il y avait une dépression remplie d'eau de mer. Et cette dépression-là, cette eau de mer qui était dans la dépression, elle s'est évaporée au fil des ans. Elle s'est diluée aussi avec les eaux de ruissellement qui arrivaient, mais aussi avec les dépôts éoliens. Il y a eu formation des dunes qui constituent aujourd'hui cette zone dénommée les Niayes. Alors, si vous allez dans les Niayes, la partie superficielle, toute la partie supérieure des dunes est d'origine éolienne, mais à un moment donné, vous atteignez du sable marin, parce que la zone profonde, elle est d'origine marine. Alors, cette zone donc des Niayes qui s'étend de la Patte d'Oie à Saint-Louis au nord et de la Patte d'Oie vers Mbour au sud, cette zone-là, elle a connu également des dépôts éoliens, mais aussi dans ces dépôts éoliens, il y avait des graines légères, des grains de pollen, etc., etc. Donc ces graines légères qui ont été déposées, et en plus de ce que les êtres vivants déplacent vers ces zones-là également, avec des graines qui peuvent sortir des crottes de certains animaux, etc. Bref, il y a eu une végétation qui a commencé à apparaître dans cette zone entre la Patte d'Oie et Saint-Louis, entre la Patte d'Oie et Mbour. Et cette végétation avait pour dominante les cocotiers, les palmiers à huile. C'est une végétation de type guinéen qui s'était installée et qui s'est développée rapidement. Alors, cette zone allant de Saint-Louis à Dakar forme donc une sorte de nez qui pénètre dans la mer. Ce n'était plus une île, mais une sorte de nez qui pénètre dans la mer. Et c'est cela qu'on va appeler le cap, un cap. Et comme avec la végétation, le cap était devenu verdâtre, on l'a appelé le cap vert. Voilà donc l'origine historique. Maintenant, dans ce cap vert, dans cette zone des Niayes, il y avait donc des dunes et des interdunes. Les dunes, parties élevées, et les interdunes, les dépressions. Les eaux de ruissellement s'écoulent des sommets vers les dépressions, ce qui fait que dans cette zone des Niayes, allant donc de la Patte d'Oie à Saint-Louis et de la Patte d'Oie à Mbour, on distinguait par-ci et par-là des lacs. Mais attention, ces lacs communiquaient soit en surface, soit en profondeur. Il y a les interdunes qui constituent des zones de dépression remplies d'eau de ruissellement et qui constituaient des lacs, des mares par-ci et par-là. Alors, quand on quitte donc la zone de Dalifort et qu'on se déplace vers l'intérieur, il y avait une mare à Dalifort plus haute qui était plus haute que celle de Pikine,
la mare de Pikine elle-même était plus élevée que la mare de Yeumbeul. La mare de Yeumbeul était plus élevée que le lac Rose, et le lac Rose est plus élevé que le lac Tama. Et toutes ces mares, tous ces lacs-là communiquaient. Il y avait une communication entre ces lacs, ce qui faisait que les surplus d'eau qui arrivaient dans les zones de Dalifort, de Pikine, etc., continuaient dans le déversoir, dans les exutoires, vers les autres lacs, jusqu'à Yeumbeul, jusqu'au lac Rose et jusqu'au lac Tama. Et le lac Tama, c'est l'un des plus grands lacs, ou mettons c'était l'un des plus grands lacs de la région. Et ceux qui passent par la zone des Niayes pour aller à Saint-Louis ou pour aller vers Moro, ils se rendent compte que le lac Tama n'a pas d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a, avec les aménagements, on a bouché toutes les voies de communication souterraines entre ces différents lacs. Donc aucun lac ne déverse sur l'autre. Avec l'aménagement des quartiers et des bâtiments lourds, il y a eu un effet de battance. Et cet effet de battance a bloqué les canaux souterrains. Et l'aménagement superficiel a bloqué aussi les communications superficielles. Ce qui fait qu'aucun lac ne déverse aujourd'hui sur l'autre. Conséquence, les eaux qui arrivent en amont restent en amont. Et il y a inondation. Oui, il y a inondation, mais ce sont des zones de passage d'eau qui ont été bouchées et qui ont empêché la circulation de ces eaux-là. Vers les années 1980, c'est récent, au niveau du Technopole, Ablaye Nar Samb organisait les courses hippiques dans le Technopole. Rappelez-vous, beaucoup d'entre vous, je sais, s'en rappellent. Les courses hippiques étaient organisées dans le Technopole. Allez-y dans le Technopole et regardez où est-ce qu'on peut aujourd'hui organiser une course hippique. Il n'y en a pas. Et à l'époque, un directeur célèbre, c'est le directeur du CEREC, Pape Gumbolo, qui a été professeur et formateur au niveau du département de géologie. Pape Gumbolo, il disait à Ablaye Nar Samb, à l'époque, il lui disait, tonton, Yangi organisé des courses hippiques sur ce terrain, Souyagé, dans quelques années, course gal nga fi organisée. Les gens se mettaient à rire. Parce que l'humidité remontait à une vitesse qui, calculée par les techniciens, montrait que l'eau allait émerger en surface. Et regardez, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Technopole. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a un aménagement de grande envergure à faire, il faut contacter les techniciens, c'est vrai, mais il faut aussi des connaissances, toutes les connaissances requises pour que les aménagements soient conséquents. Un ingénieur apprend à faire un bâtiment, apprend à faire des communications, etc., etc., mais il n'est pas forcément un historien. Donc, dans l'urbanisation, on a besoin. Moi, je suis loin d'être historien. Je suis naturaliste de formation. Donc, je suis loin d'être historien. Mais je sais que dans un aménagement digne de ce nom, on a besoin d'historiens, on a besoin de géographes, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'ingénieurs, etc., etc. Et c'est cela qui peut conduire vers un aménagement, en tout cas durable, accompagné d'un assainissement acceptable. Mais aménager tout simplement sans tenir compte de tous les autres facteurs, c'est faire du saupoudrage, et là, ça peut ne pas durer. Nous sommes donc, en conclusion, responsables, tous responsables de ce qui se passe actuellement, pour n'avoir pas été prévenants, compte tenu en tout cas de la nature de cette zone des Niayes. Voilà ce que je voulais dire dans une contribution. Je m'excuse d'avoir été un peu long, je m'excuse vraiment, mais c'est la contribution que je voulais apporter dans ce débat entre les anciens et les plus jeunes, en tout cas, de cette plateforme des herbivores. Voilà, merci beaucoup.